Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Un œil sur l'actualité pour le compte de cette semaine. Nous allons essentiellement revenir bien évidemment sur les sujets qui continuent par faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais nous nous intéresserons beaucoup à la vie d'une formation politique de l'opposition qui qui cette semaine effectue sa rentrée politique. Cette formation a organisé dans le courant en début de semaine une rencontre avec la presse pour donner son point de vue, sa lecture des sujets d'actualité. Ce samedi, cette formation a tenu une sorte de journée de réflexion sur la thématique de l'ethnie dans la politique. Et puis avec ce parti, nous verrons sa position sur la commission de réflexion sur les réformes, aussi la commission de lutte contre la corruption. Nous dirons naturellement un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que ce sujet ne laisse indifférent aucun Togolais. Et la Gambie aussi va nous intéresser. Pour en parler, je reçois donc le secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, le professeur Komiwolu. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et puis, c'est la première fois que vous venez pour cette année 2017 et jusqu'au 31 décembre. Je crois que la tradition, c'est les vœux. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple togolais en ce début d'année? D'abord, je vous remercie de cette occasion que vous m'offrez. Et le message au peuple togolais, c'est un message d'espoir malgré les situations difficiles. Parce que c'est cet espoir qui nous permet de continuer la lutte. Vous savez, la paix vient aussi de l'intérieur. Et ce que je voudrais souhaiter au peuple togolais, à chacun d'entre nous, c'est d'avoir cette paix intérieure. Et j'ai la conviction que c'est Dieu qui donne cette paix intérieure. Les richesses extérieures ne peuvent pas fournir la paix intérieure. Que Dieu nous permette d'avoir cette paix intérieure. Et lorsqu'on a cette paix, et on agit avec sérénité. Lorsqu'on a cette paix, et je crois qu'on peut se débarrasser de certaines choses qu'on peut considérer comme des futilités temporelles. Et se pencher sur des choses beaucoup plus importantes et des choses d'intérêt général également. Donc, espérance, courage, et beaucoup de Togolais souffrent, on le sait, mais nous estimons que la lutte doit continuer. C'est vrai que les souffrances ne finiront jamais, mais l'objectif c'est de tout faire pour les réduire autant que faire se peut. Et tous ceux qui peuvent agir dans ce sens, le PSR sera de leur côté. Merci beaucoup pour ces vœux à l'endroit du peuple togolais. Cette émission qui commence et avec vous également, vos questions et vos commentaires qui sont venus sur Facebook. Je les lirai donc pour alimenter cette émission. Alors professeur, je l'ai annoncé d'entrée de jeu, le Pacte socialiste pour le renouveau effectue sa rentrée politique dans cette semaine. C'est donc une occasion pour moi de vous demander d'abord comment se porte le Pacte socialiste pour le renouveau. Le Pacte socialiste pour le renouveau, nous dirons qu'il se porte bien. Et parce que nous nous positionnons par rapport aux valeurs que nous défendons. Et nous pensons que ces valeurs sont toujours d'actualité. Et autant que faire se peut, nous avons l'obligation de continuer de défendre ces valeurs. C'est vrai que nous le faisons dans des conditions difficiles. Et vous savez, c'est un phénomène général quand on est parti d'opposition en Afrique. Et au Togo, les difficultés d'ordre matériel sont réelles. Mais il faut avouer que dans le cas du PSR, c'est encore plus sérieux qu'on le pense. Parce que nous n'avons jamais eu un quelconque financement. Et on n'a aucune source de financement. Et dans ces conditions, ça devient difficile lorsqu'il faut défendre ses convictions par ses moyens, ses propres moyens financiers. C'est difficile, mais ça ne nous décourage pas. C'est-à-dire vos militants ne cotisent pas? Oh, c'est un phénomène général. C'est un phénomène général. Il faudra aussi rééduquer les militants. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas estimer être membre d'un parti politique et ne pas participer à la vie du parti. C'est une question essentielle. C'est une question essentielle. On essaie d'en parler autant que faire se peut.
mais les militants aussi avec leurs difficultés et ceux qui pourraient avoir des moyens pour pouvoir financer, et bien souvent n'aiment pas se faire voir. Dans le cadre des partis, et surtout d'opposition pour un parti comme le PSR, et les gens craignent parfois de susciter la colère du parti au pouvoir en se disant ce sont eux qui financent nos adversaires. Donc ce sont des réalités que nous vivons et dans tous les cas nous faisons avec. Et on dit que c'est difficile, mais tant que Dieu nous donnera le pouvoir de continuer, nous donnera la santé et avec les maigres moyens, nous pensons que nous irons jusqu'au bout et de nos convictions. C'est indispensable. Alors, comment l'année 2016, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Quel bilan vous pouvez tirer de l'année 2016 au niveau du PRCR? Vous savez, nous ne pourrions pas dire que nous sommes totalement satisfaits de ce qui a été fait parce que nous avons eu beaucoup de projets relativement à nos déplacements sur le terrain, aller rencontrer davantage nos militants et faire des rencontres de formation, de sensibilisation. Et il fut un moment dans les années passées, on le faisait avec, je vais dire, de manière permanente, donc en quelque sorte. L'année passée, nous n'avons pas pu suffisamment le faire et honnêtement, ce sont ces difficultés financières qui, en partie, ont expliqué cette situation. Nous devons nous réorganiser et continuer donc cette bataille. Et malgré cela, nous avons quand même effectué certains déplacements sur le terrain, discuté avec des militants. Mais nous avons travaillé aussi dans le cadre de notre regroupement, le CAP 2015, où nous avons exprimé nos positions. Et nous avons travaillé ensemble et je crois que ce cadre donc, de concertation, de discussion et d'action nous a permis aussi de faire valoir nos positions donc, à travers celles qui sont exprimées par CAP 2015. Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui estiment quand même que le PSR est noyé par le CAP 2015. Qu'est-ce que vous répondez? Non. Et vous savez, le CAP 2015 ne vit que par ces partis qui le composent. Et au sein du CAP 2015, contrairement à ce que les gens pensent, et je crois qu'ils le font à tort, et il n'y a pas un parti politique, une formation politique qui prend sa position, qui vient dicter aux autres. Je l'ai toujours dit, et c'est un cadre dans lequel on discute. Mais quand on regarde quand même le CAP 2015, c'est vrai aujourd'hui c'est un regroupement de 4 partis politiques, mais rien que la couleur, c'est la couleur d'un seul parti. De quel parti? C'est l'orange. Et cette couleur est de c'est l'ANC, naturellement. Ah, vous vous trompez énormément. Tout le monde vous le dira. L'orange est la couleur du PSR. Avant que nos amis de l'ANC aussi n'empruntent cette couleur. Il suffit de regarder les images. Regardez les élections 2007. Quelle a été la couleur du PSR? Et ce n'est pas fortuit. Nous adoptons la couleur orange. Et notre symbole, c'est le logo, c'est l'orange aussi. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Et pour nous, ça a une signification. C'est parce que nous avons dit que nous avons choisi l'orange. Parce que l'orange, en tant que fruit, présente plusieurs quartiers. Et vous voyez comment ces quartiers sont soudés. C'est comme ça que nous envisageons, nous pensons le Togo, avec ses différentes composantes. Et c'est même d'actualité avec la question ethnique dont nous parlons. Donc, toutes ces composantes doivent être soudées pour pouvoir former un tout cohérent. Et aussi, vous constatez que lorsque l'orange est mûr, l'orange se partage assez facilement avec ses quartiers. C'est le symbole d'un partage équitable des richesses de la nation. En réalité, c'est ce qui nous a conduit à choisir l'orange comme notre symbole et la couleur orange qui accompagne cette orange. Ce n'est pas fondamentalement la couleur d'une formation politique que vous choisissiez. C'était nous notre couleur. Oui. Et quand nous l'avons choisi, cela n'explique pas qu'un autre parti politique choisisse la même couleur. Donc c'est une coïncidence. Et regardez, peut-être aussi une coïncidence au fond par rapport aux valeurs que nous défendons. Donc si nous étions les premiers, s'ils étaient les premiers à choisir l'orange, rien ne nous interdisait à le faire aussi. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que d'un point de vue chronologique, contrairement à ce qu'on pense, pour dire que la couleur du CAP 2015, c'est la couleur de l'ANC, non, nous leur disons non. Nous utilisions cette couleur avant CAP 2015 et nous utilisions cette couleur au moment où l'ANC n'existait pas et que c'était plutôt l'UFC. On ne leur reproche pas du tout d'avoir choisi cette couleur, c'est une liberté totale, mais simplement nous voudrions dire que
il ne faudrait pas que les uns et les autres pensent que le PSR a renoncé ou bien a choisi la couleur de l'ANC. Ce n'est pas vrai. Alors, oui, allez-y. Non, je disais simplement qu'au sein du CAP 2015, nous discutons et dans le respect mutuel. Je le dis et j'insiste, dans le respect mutuel. Et si, à un moment donné, nous constatons que nos positions ne sont pas du tout prises en considération, nous en tirerons les conséquences. Mais pour l'instant, nous pensons que les choses se passent bien. Quand vous êtes ensemble, il est possible parfois qu'il y ait certaines divergences, mais ces divergences, lorsqu'elles sont mineures ou lorsque le but que vous poursuivez ensemble est largement au-dessus donc de ces divergences ou de peut-être des problèmes ponctuels que l'on pourrait avoir, et nous ne pensons pas que ce soit des raisons suffisantes pour qu'on puisse se séparer. Pour l'instant, nous pensons que les choses vont bien et que Dieu nous garde et qu'il permette que nous puissions ensemble continuer cette lutte, pas dans l'intérêt de qui que ce soit, dans l'intérêt d'aucun parti, mais dans l'intérêt du peuple togolais. Alors, actuellement, chaque parti fait sa rentrée politique, ils font leurs commentaires de l'actualité. Il y a eu une sortie de l'Alliance nationale pour le changement, il y a eu une sortie du PSR, peut-être probablement dans les jours à venir, une sortie de la CDPA et puis de la 4e formation politique du CAP 2015. Alors, pourquoi pas une sortie commune? Est-ce qu'il y a des dissensions qui naissent au sein du CAP? Non, loin s'en faut. Vous savez, le CAP 2015 n'est pas un parti politique. Oui, bien sûr. C'est un regroupement de partis politiques. Si nous devons faire une rentrée commune, et peut-être que finalement on ferait disparaître aussi nos partis. Chaque parti demeure. Et quand bien même j'ai déjà entendu des voix dire que qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir fusionner. Non, pas ça. De fusionner. Fusionner toutes ces formations politiques pour en faire une seule formation politique. Il y a des voix qui ont commencé et peut-être à aller dans ce sens. On peut y réfléchir. C'est envisageable. C'est envisageable. Mais ce n'est pas une question d'une première importance. Ce n'est pas à moi de prendre position seulement sur cette question. Si tel serait le cas, il faudrait que ce soit mon parti dans son ensemble qui se prononce et que les autres partis politiques aussi parviennent à se prononcer. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas qu'on l'a envisagé dans le cas du groupe, non, mais j'ai dit quelques voix se sont interrogées sur la possibilité de réaliser une telle fusion. En tout cas, on n'y a pas encore réfléchi au sein du parti. D'accord. Voilà. Alors, je l'ai dit tantôt, des internautes ont envoyé un certain nombre de questions que je vous poserai au fur et à mesure qu'on évoluera dans le débat. Sur le sujet dont nous sommes en train de parler, Nouridi Nagoro dit « Bonjour, monsieur le président, professeur. Certains journalistes estiment que le rapport avec l'ANC est souvent difficile, que leur président se prend parfois pour un commandant du CAP 2015, qu'il prend la tête à tout le monde et qu'il n'est pas rassembleur. Confirmeriez-vous ces dires? » Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas, par principe, un homme soumis. Et ce que je dis habituellement, c'est que lorsqu'on me respecte, j'ai tendance plutôt à tout faire pour ne pas blesser celui qui me respecte. Mais dès lors que vous ne me respectez pas, moi, je dis, je ne vous suis pas redevable. Par conséquent, je prends toute ma liberté. Et c'est pour vous dire que si la description qui est faite donc, du président de l'ANC était vraie, c'est sûr que nous ne serions plus ensemble. C'est sûr. Pour la simple raison que je ne me laisserai pas marcher dessus. Je partirai simplement, mais je partirai dans de bons termes. Et rapport difficile avec lui, peut-être que c'est le cas pour d'autres personnes. Et j'ai déjà eu à le dire par le passé, il y a eu des questions sur lesquelles je n'étais pas d'accord avec la position de l'ANC. Oui. Je suis allé vers lui, j'ai discuté avec lui, et parfois il a exprimé clairement ses regrets, en me disant non, il n'a pas été informé, il y a eu ceci ou cela, et on s'est compris. Je crois que je l'avais une fois dit sur les antennes, il y a eu une discussion très chaude au sein de notre parti, et nous étions très mécontents. Et le jour-là, quand j'étais allé chez lui, et c'est en ce moment que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été portées à sa connaissance. Et c'est peut-être aussi anecdotique. Une autre fois, je l'ai appelé pour une autre question. Je me rappelle que quand il était arrivé, après avoir exposé le problème pour lequel j'étais venu, il m'avait dit « Ouf,
il était soulagé. Il pensait vraiment qu'on avait encore un problème. Je lui ai dit non, ce n'était pas un problème. Donc, face à cette situation, moi, je ne pourrais personnellement pas dire qu'il est difficile de travailler avec lui. Et je crois que la cohabitation, c'est une question aussi des idées que vous défendez. Et si nos idées concordent, il y a convergence entre les idées, et probablement qu'il y aura moins de frustration. Mais professeur, avouez quand même que cette question, par exemple, elle revient souvent et dans l'imagination de beaucoup de Togolais, on dépeint Jean-Pierre Fabre comme un homme difficile à vivre avec, qui ne se laisse pas approcher et tout. Est-ce qu'il n'y a pas matière au niveau, par exemple, de la cellule de communication du CAP et plus largement de l'ANC, de travailler sur l'image du président, parce qu'il est le chef de file de l'opposition? Oui, vous savez, pour la cellule de communication donc, de l'ANC, je ne fais pas partie de ce Même parti. Du CAP, voilà. Mais je crois que le travail qui se fait actuellement, par exemple, relativement aux questions que vous me posez et les positions que je prends, moi je dis ce que je vis avec lui. Et si je le dis ainsi, je crois qu'il appartient donc maintenant aux Togolais de pouvoir aussi se faire une opinion. Et si, par exemple, je sais que mes positions ne sont pas respectées donc, par le président de l'ANC, qui est chef de file de l'opposition, regardez lors des dernières élections présidentielles, moi, je ne serai pas porte-parole de quelqu'un qui ne me respecte pas. C'est une question de dignité personnelle. Si je constate qu'il ne me respecte pas, bien évidemment, je ne peux pas être son porte-parole. Et si je suis son porte-parole, nous avons défendu des positions communes et j'ai dit ce que je sais de lui, bien évidemment. Bon, peut-être qu'il faut davantage faire ce travail, vous savez. Et entre ce que moi je dis et la perception que l'opinion a peut-être du président de l'ANC, chef de file de l'opposition, peut-être que ce n'est pas la même situation. Pour cette raison, il faudrait certainement qu'un travail soit fait dans ce sens. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas constaté à l'égard de notre parti ce mépris. J'ai dit qu'il y a eu par moments des problèmes ponctuels et je crois qu'on s'est compris et ce ne sont pas des situations qui puissent justifier qu'on puisse se séparer pour l'instant. Voilà. Une seconde partie de sa question dit, selon vous, parmi tous les présidents de partis que nous avons, qui est le rassembleur tant désiré et quelles sont les qualités que ce dernier doit posséder? Vous savez, et qui que nous choisissions, il est toujours possible qu'on trouve à chacun des défauts. Autant on peut trouver à chacun d'entre nous des défauts, autant on peut trouver à chacun d'entre nous des qualités. Et je sais qu'au sein de l'opposition, il y a plusieurs personnes qui, effectivement, peuvent valablement peut-être représenter l'opposition. Mais s'il est le chef de file de l'opposition, je crois que c'est un critère déterminé par la loi. Et c'est son parti qui répond à ces critères. Et dans ces conditions, naturellement, moi, je ne conteste pas ce qui me paraît être une évidence. Et je dirais également que le rôle qu'il joue ou que joue son parti est aussi en rapport avec la maîtrise qu'ils ont du terrain. Pour l'instant, je ne peux pas le nier. Le PSR continue son travail. Mais relativement à la maîtrise du terrain, ils l'ont plus que nous. Et pour que nous puissions le maîtriser aussi davantage, comme je le disais, il nous faut des moyens, travailler, être en permanence sur le terrain. Nous essayons de faire ce qui est possible pour l'instant. Et reconnaissant cet avantage, leur reconnaissant pour l'instant cet avantage, bien évidemment, nous pensons que le rôle qu'ils jouent aussi est à la hauteur donc, de ses moyens et donc de la place qu'ils occupent sur l'échiquier politique au Togo. Nous aussi, nous travaillons, nous sommes des partenaires et nous pensons qu'ils n'ont pas intérêt, eux aussi, à ce qu'ils aient des partenaires faibles et qu'ils ont intérêt à ce que les partis qui composent CAP 2015 aussi soient suffisamment forts. C'est peut-être ce qui rendra le groupe beaucoup plus fort. Voilà. Et donc, plusieurs peuvent diriger. Et je crois qu'il faut être ouvert aux discussions et pouvoir échanger, éventuellement faire évoluer ses positions. Et je crois que pour l'instant, c'est ce qui se fait.
au sein donc, du CAP 2015. Olu Owosola dit: salut professeur, est-ce que l'opposition dans son ensemble fait un bilan annuel, particulièrement le PSR? Si oui, qu'est-ce qui a changé politiquement au Togo? Sinon, pourquoi? Le bilan, si je comprends bien donc, cette intervention, ce n'est pas le bilan par rapport à notre parti, mais le bilan par rapport à la situation du Togo, bien évidemment. Nous faisons ce bilan. Et j'ai eu à dire tout récemment que chaque pays, comme des personnes physiques, ont des problèmes. Mais lorsque vous êtes une personne physique et que vous avez le même problème pendant plusieurs années et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème, alors c'est grave. Mais si ce sont des problèmes que vous parvenez à résoudre et que de nouveaux problèmes naissent, cela fait partie véritablement de la vie. Et ce n'est pas du tout grave. Voilà. Mais quand vous appliquez le principe au Togo, vous constatez que nous avons les mêmes problèmes depuis plusieurs décennies. Et donc cela voudrait dire que quand on fait le bilan est négatif. Nous ne pourrons pas nous voiler la face. Regardez, je ne parle pas simplement de l'année passée. Prenez simplement l'accession au pouvoir du président de la République, le feu président Iyadema. Nous n'étions que des petits bébés. C'est au moment où il a accédé au pouvoir. Mais ce qu'on nous a dit, il a accédé au pouvoir pour réconcilier les Togolais qui étaient entièrement divisés au bord de la guerre civile. Lorsque, à son décès en 2005, le président Faure a pris sa succession, il est héritier de ce système. Personne ne peut non plus le contester. Il a voulu lui aussi réconcilier les Togolais. Et aujourd'hui encore, nous sommes en 2017, cette question de la réconciliation des Togolais n'est pas encore réglée. Regardez les problèmes que posent les réformes constitutionnelles dans notre pays. Prenez la question donc, de l'accord politique global qui avait été signé pour régler un problème. Et avec certitude, on peut dire que si les Togolais devraient se retrouver aujourd'hui encore pour faire un nouvel accord, il est probable que cet accord soit similaire à l'accord politique global. Cela voudrait dire que sur ces questions, le Togo, nous n'avons pas évolué. On parle des réformes politiques depuis plusieurs années. Ces réformes n'ont pas été opérées. Nous avons eu des lois sur la décentralisation. Je crois que depuis 2008, même, il y a eu des lois dans ce sens. Mais ces lois n'ont pas été appliquées jusqu'à ce qu'elles deviennent en quelque sorte dépassées, obsolètes. Ces lois n'ont pas été appliquées jusqu'à ce qu'elles deviennent obsolètes. Sur plusieurs aspects, vous constaterez que des lois ont été élaborées, ou plutôt des projets ont été élaborés, conservés, de sorte que face à ces situations, il est difficile de dire véritablement que notre pays évolue. Regardez les revendications sociales. Et par le passé, nous avons critiqué cette question d'enseignants auxiliaires qui fait que les gens qui font du travail au même titre que les autres sont sous-payés. Bon, on avait dit que ce corps d'enseignants auxiliaires devrait disparaître. Aujourd'hui, ce corps peut être disparaissant, est remplacé par des enseignants bénévoles qui sont aussi maltraités que ces enseignants auxiliaires par le passé. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de s'asseoir, de pouvoir discuter. Je reviens sur cette question d'actualité relativement à la journée de réflexion que nous avons aujourd'hui, nous y reviendrons, qui se rapporte à la question ethnique. La question ethnique au Togo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui existait depuis longtemps et qu'on n'a pas eu le courage d'aborder clairement et de l'affronter, de trouver des solutions. Et lorsque nous faisons des fuites en avant, lorsque nous refusons d'aborder avec sincérité et que nous voulons faire peut-être une sorte de folklore, je crois qu'on ne peut que dire que notre pays n'avance pas. Et je ne le dis pas, ce n'est pas une position politicienne, c'est la position d'un citoyen et soucieux de l'avenir de son pays. Mais en le disant ainsi, est-ce que dans le bilan que vous faites pour arriver à la conclusion que le pays n'avance pas, vous tirez aussi les conclusions du tort de l'opposition? Vous voyez, nous ne pourrions pas dire que l'opposition n'a pas sa part de responsabilité. Mais ne confondons pas du tout le pompier
et l'incendiaire, en quelque sorte. Et dans un pays, l'opposition fait son travail de construction par ses propositions, par ses positions. Voilà. Mais qui sont ceux qui ont le pouvoir d'agir? Celui qui a le pouvoir d'agir véritablement, ce sont ceux qui ont les leviers de l'État. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'agir. Et sur certaines questions, on va dire, l'opposition n'est pas réunie, n'est pas unie. D'accord. Ce n'est pas une nécessité. Mais ceux-là qui ont le pouvoir de faire marcher le pays et surtout de faire respecter les lois du pays, ce sont ceux-là qui ont les leviers du pouvoir. Et dans ces conditions, même si on pourrait relever une part de responsabilité de l'opposition, et elle est mineure par rapport à ceux qui véritablement nous dirigent et ont ce pouvoir. Et l'homme Konouche, il dit bonjour à vous, professeur Wolokomi. C'est un grand et immense plaisir et un bonheur vraiment de m'adresser à vous directement à travers l'émission Un œil sur l'actualité pour vous témoigner tout le respect et les considérations que j'ai à votre égard et votre formation politique. Vous êtes l'un des acteurs les plus pragmatiques et raisonnables que je connaisse dans ce cercle politique au Togo. Je tiens énormément à vous féliciter pour votre loyauté et abnégation pour le bien-être socio-politique de notre chère nation. Je ne peux pas terminer cet éloge sans vous poser une question qui me tient à cœur. Comment votre formation politique arrive-t-elle à travailler avec le principal parti politique? Ça revient cette question. L'ANC étant de plus qu'on sait que ce parti a des rapports difficiles avec certains. Voilà, la même question, oui, vous y avez déjà répondu. D'abord, oui, je vais dire merci pour ces propos très aimables qu'il a tenus à notre endroit et que le Seigneur nous permette d'être à la hauteur, effectivement, de ce qui a été dit. Et je crois avoir répondu donc à cette question en disant que, en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas constaté vraiment ce rapport difficile. Et si c'était le cas, je crois que nous n'hésiterions pas à le dire et on le ferait savoir aussi aux autres. Alors, aujourd'hui, on évoque de moins en moins le sujet de l'union de l'opposition. À un moment donné, c'est un sujet qui faisait vraiment débat. Mais il y a quand même un nouveau groupe qui vient d'être créé. On l'appelle un groupe informel de 6 partis politiques d'opposition. Pour le moment, ce groupe réfléchit sur les questions de réforme et de décentralisation. Quel regard vous avez sur la création de ce groupe? Vous savez, je dirais simplement que toute action qui devrait évoluer dans le sens de renforcer l'action politique et en vue d'un changement réel, sincère. Et moi, je peux dire que c'est une bonne chose. Et ces formations politiques prises isolément, peut-être qu'ils ne pourraient pas être aussi efficaces que dans le groupe informel qu'ils ont mis en place. Quand ils disent un groupe informel, cela voudrait dire que sur des questions précises, ils peuvent se retrouver, mettre ensemble leur énergie, leurs moyens pour pouvoir faire avancer les choses. Pour moi, c'est une bonne chose. Et qui sait, peut-être que ce groupe informel, par moment, se rencontrera aussi de manière informelle avec CAP 2015. Et si nous avons des convergences de vues, pourquoi est-ce que nous devons agir chacun de son côté? Il faut peut-être mutualiser les énergies, mutualiser les moyens et nous enrichir mutuellement aussi pour que nous puissions faire avancer. Je ne peux que les encourager à demeurer dans la bonne voie, à être très attentifs aux problèmes du pays et d'agir dans l'intérêt exclusif, dans l'intérêt général, j'allais dire. Et si ce sont des intérêts parfois trop partisans qui seraient contraires à ce qui arrangerait les Togolais, c'est seulement en ce moment que nous ne serons plus d'accord avec. Le même sujet est évoqué sur Facebook par Darou Lidewe. Il dit bonjour professeur, comment trouvez-vous le regroupement informel de 6 partis politiques? Vous venez d'y répondre. Il demande, est-ce que vous étiez invité? Si oui, pourquoi votre parti n'y était pas? J'avoue que nous n'avons pas été invités. Et je crois probablement du fait que nous appartenons au CAP 2015. Et ils l'ont dit, ce n'est pas une organisation qui est faite contre CAP 2015. Et nous aussi ne voyons pas ce regroupement comme étant un adversaire du CAP 2015, mais s'en faut. Et on pourra travailler ensemble pour qu'il y ait des changements dans notre pays. Nous n'avons pas été
approcher sur cette question. Est-ce que vous croyez quand même toujours dans l'union de l'opposition? J'ai eu à vous le dire que l'union de l'opposition dans un pays qui fonctionne normalement n'est pas un impératif. Une opposition, en réalité, n'est pas un parti unique. Il faut des divergences, bien évidemment. Le contexte togolais résulte du fait que nous sommes face à un pouvoir qui refuse les règles du jeu démocratique. Si on était dans un système où le pouvoir décide de respecter les règles, la transparence des urnes, le respect de la loi. Aujourd'hui, je ne veux plus revenir sur ces questions. On sait que le régime en place ne respecte pas la loi. Et là, aucun militant de ce parti devant moi ici ne pourrait contester ce que je dis. Voilà. Si nous faisons, donc nous n'étions pas dans ce contexte, effectivement, peut-être même que ces regroupements n'auraient plus de sens. Voilà. Mais j'avoue que ce regroupement de l'opposition, c'est nécessaire sur certaines questions. Par exemple, les réformes dont nous parlons aujourd'hui, il y a une convergence de points de vue. Donc ce n'est plus un regroupement de l'opposition, le regroupement de ceux qui veulent un changement, qui veulent des réformes, et de l'autre ceux qui ne veulent pas de ces réformes. Quand on dit ne pas vouloir de ces réformes, il y a plusieurs moyens de ne pas vouloir de ces réformes. Et lorsque on fait des promesses qu'on ne tient pas, lorsque pour ce qu'on peut faire en une semaine, vous mettez 2 ans pour le faire, et bien évidemment, il y a plusieurs façons d'exprimer sa désapprobation par rapport à une démarche donnée. On va revenir à un autre sujet qui fait l'actualité, c'est donc cette journée de réflexion qui a été organisée par le Parti socialiste pour le renouveau ce samedi pour réfléchir sur l'ethnie dans la politique. François Anigman-Kede était sur les lieux. Nous allons d'abord regarder son reportage et revenir pour les discussions. L'ethnie dans la politique au Togo, sujet au centre de cette journée de réflexion du Pacte socialiste pour le renouveau PSR. C'est une rencontre qui se veut une approche de solution aux anomalies souvent constatées au Togo. Anomalies liées à la préférence de son ethnie à celle de l'autre. Vous voyez des Togolais très souvent dire qu'ils n'ont pas eu d'emploi à cause de leur ethnie. Et vous constatez aussi que lors des crises dans notre pays, il arrive que des Togolais soient maltraités, soient tués à cause de leur ethnie. Et cette question de l'ethnie ne concerne pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui aussi aspirent à être ou à aller au pouvoir. Mais malheureusement, il n'y a pas un cadre où les gens peuvent réfléchir de manière constructive pour qu'ils sachent ce que nous devons ensemble faire pour mettre fin à cette situation. Pour le PSR, il ne détient pas seul la solution à cette problématique. Raison de l'invitation faite à d'autres partis politiques, tant de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Et la latitude a été donnée aux intervenants de se prononcer librement sur le sujet. Nous n'avons pas cherché à scinder cela en différents points. C'est ce thème central sur lequel plusieurs partis politiques viendront donner leur point de vue. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la vérité sur cette question. Nous abordons cette question avec modestie. Mais à notre sens, il est indispensable que des études précises soient faites sur la question afin que sa réalité ne soit plus contestée ou contestable. Le souhait des uns et des autres est que cette rencontre soit un déclic dans l'idéologie des autres couches du pays, afin d'éradiquer une fois pour de bon l'ethnocentrisme au Togo. Il est même envisagé la mise en place par le gouvernement d'un observatoire pour l'égalité de tous. Alors voilà, professeur, l'ethnie dans la politique, en quoi ce sujet, cette thématique vous est paru important aujourd'hui? C'est une question qui date de longtemps dans notre pays. Et si nous remontons un peu à l'histoire récente de notre pays, lors des crises, des Togolais ont été tués simplement à cause de leur appartenance ethnique. Les enquêtes ont parfois aussi révélé que des Togolais d'une région donnée ont été transportés dans des camions pour aller affronter d'autres Togolais, et c'est sur la base d'une appartenance régionale ou parfois ethnique. Et les gens disent parfois qu'ils n'ont pas eu cet emploi parce qu'ils sont de telle ethnie ou parce qu'ils ne sont pas de telle ethnie. Et ce sont des questions
qu'il faut aborder. Il faut en parler. Et contrairement à ce qu'on peut dire, cette apparence d'harmonie, parce que tous les jours, vous voyez les Togolais dans les maisons, ces différentes ethnies sont là sans aucun problème. Et pourtant, il y a des colères qui couvrent. Regardez, j'ai eu à le dire lors d'une émission de RFI, il y a quelques années ici, un intervenant a dit, je cite, au Togo, il y a d'un côté les bourreaux, ce sont les gens du Nord, et de l'autre, les victimes, ce sont les gens du Sud. C'est une vision caricaturale de la situation. Dès lors que des citoyens parviennent à lui dire que cela soit vrai ou que cela soit faux, il faut en tenir compte. C'est un impératif. Et il n'est pas rare de constater que lorsqu'une société, peut-être d'État, a été dirigée pendant longtemps par un Togolais d'une région donnée, que dans cette entreprise, beaucoup de salariés soient de cette région. Cela voudrait dire que ce sont des indices qui ne trompent pas sur l'existence des discriminations d'ordre ethnique dans notre pays. Et si nous refusons d'aborder ces questions, cela voudrait dire que nous laissons se développer des colères. Et quand il y aura crise, bien évidemment, ces colères peuvent s'exprimer de différentes façons. Et nous n'avons trouvé personne qui puisse nous dire que ce thème n'est pas pertinent. Tous ont reconnu que c'est un thème pertinent. Et pourtant, cette question n'a jamais été abordée de manière si claire. Et nous aurons souhaité même que ce ne soit pas un parti d'opposition comme le nôtre qui aborde cette question. Ce devait être une question abordée par les gouvernants eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir. Parce que si ce sont eux qui abordent cette question, l'ampleur, l'intensité ne sera pas du tout la même. On saura vraiment que c'est une question qui préoccupe même le pouvoir. Et dans ces conditions, on trouverait ensemble. Que faut-il faire pour que nous puissions changer les mentalités? Vous savez, lorsqu'on place l'ethnie au centre donc, des critères, très souvent, au sein même de l'ethnie, on ne choisit que ceux qui vous sont plus proches. On ne choisit même pas les meilleurs de l'ethnie. Oui. On ne choisira que ceux qui sont plus proches. Cela voudrait dire même qu'au sein de cette ethnie, il y en a qui sont victimes. Victimes parce qu'ils ne sont pas proches des centres de décision. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut tout faire pour dépasser ces questions de clivage ethnique, pour aller vers d'autres critères de choix, d'autres critères de sélection. Et prendre l'ethnie comme référence, c'est une atteinte même à la dignité humaine. Et il faut regarder nos lois, notre constitution, le code du travail, le code pénal, condamne ces pratiques. Pourtant, nous les vivons. Et c'est justement pour cette raison que nous avons dit qu'il faut forcément en parler. Parce que si nous faisons l'économie de ces débats, nous les laissons entiers à nos enfants, qui seront obligés de faire ce débat. Mais peut-être qu'ils le feront après l'expérience de la douleur. Ils auront déjà souffert peut-être largement du mal avant de chercher à aborder cette question. Et nous le disons, c'est clair, notre volonté n'était pas de stigmatiser une quelconque ethnie, c'est de mettre au débat une question qui préoccupe beaucoup de Togolais, mais qui ne trouve pas un cadre pour l'exprimer. En l'exprimant, et on chercherait ensemble des pistes de solutions. Et je crois qu'aujourd'hui déjà, il y a des pistes de solutions qui ont été dégagées lors de ces débats. Alors justement, il y a eu des débats sur le sujet. On s'imagine que les différents intervenants se sont convenus que le sujet est d'actualité. Et qu'est-ce qui a été proposé justement comme solution? Ce n'est pas quand même une question qu'on peut résoudre d'une baguette magique. Effectivement. D'abord, nous avons tous reconnu qu'on ne pouvait pas épuiser la question en une matinée. Et ce qui veut dire qu'il faudrait encore d'autres rencontres. Mais pour l'instant, il a été déjà décidé un certain nombre de choses. D'abord que le pouvoir même se saisisse donc de cette question. Il y avait des représentants du pouvoir aujourd'hui? Nous avons invité les partis politiques, nous avons adressé aussi une invitation à unir, et malheureusement, ils ne sont pas venus. Je ne sais pour quelle raison. Et j'avoue que j'avais effectué déjà des tentatives pour pouvoir entrer en contact avec l'un de leurs dirigeants. Malheureusement, mes tentatives sont restées infructueuses. Bon, malheureusement, ils ne sont pas venus.
Et puisqu'il y a encore d'autres rencontres, nous espérons qu'ils se joindront à nous. Donc, il a été proposé, par exemple, de mettre en place un observatoire donc, de l'égalité de tous les Togolais, par exemple. Il a été demandé de ventiler donc que les églises, les mosquées prennent la relève donc, de ce qui a été dit aujourd'hui, et la société civile également. Et qu'on sache que les Togolais que nous sommes, nos destins sont unis. Et que le fait de se servir de l'ethnie ne rend service à personne, ne rend même pas service à l'ethnie sur laquelle on s'appuie ou que l'on prétend y favoriser. Donc ce ne peut être que des facteurs de division. Et quand nous sortons même de la loi, parce que nos lois condamnent cette pratique, quand nous sortons même de nos lois et que nous allons sur le terrain, et je vais dire des croyances, et la plupart ou peut-être la quasi-totalité des Togolais sont des croyants. Et quand vous prendrez la foi chrétienne, la foi musulmane et même les animistes, personne ne vous dirait que l'ethnie pourrait constituer une valeur dans sa croyance. Loin s'en faut. C'est d'abord la dignité humaine. Et au-delà donc de nos différences d'origine, il faut plutôt en tirer une source d'enrichissement. Il ne peut en être ainsi que lorsque l'ethnie n'est pas un critère de mérite, en quelque sorte. Mais lorsque vous faites de l'ethnie des critères de mérite, bien évidemment, et cela ne peut que poser des problèmes. Et la question, le problème ne se pose pas seulement au niveau donc, des gouvernants. Ceux qui aspirent aussi à gouverner ont été interpellés. Comment voulez-vous que je puisse, une fois au pouvoir, ne pas favoriser mon ethnie si je m'appuie sur l'ethnie pour accéder au pouvoir? Pour nous, c'est une corrélation évidente. Si à la conquête du pouvoir, vous vous appuyez sur l'ethnie, une fois au pouvoir, vous chercherez à récompenser cette ethnie. Et nous pensons que s'appuyer aussi sur l'ethnie cache certainement la faiblesse des arguments de fond. Quand on a un projet de société et qu'on pense que ce projet de société est valable et qui peut convaincre, on n'a pas besoin de faire un repli identitaire sur une ethnie. Et ces questions doivent être abordées. Et une fois encore, nous l'avons dit, nous ne prétendons pas du tout avoir un monopole de vérité sur cette question. Et nous avons proposé ou bien exposé les deux éventualités possibles. Et nous avons dit quelle est la position de notre parti relativement à ces deux éventualités. La première éventualité serait, par exemple, qu'on accepte de constitutionnaliser le fait et de faire de l'ethnie un élément, donc un paramètre de la vie publique. Dans d'autres pays, si je prends le Burundi, où on dit quand le président est Tutsi, le vice-président doit être un Hutu. Si on veut faire de ces critères un élément de partage des richesses du pays, il faut que cela soit dit et que cela soit constitutionnalisé et ne pas le faire dans l'illégalité. Et l'autre position, c'est de faire abstraction de l'ethnie et de chercher plutôt un développement harmonieux de tout le pays. Décider de développer les différentes régions n'est pas favoriser une ethnie, parce que dans chaque région, il y a ces brassages ethniques. Donc le Togo et toutes les régions doivent être développées, c'est sûr, et tous les Togolais doivent être traités de la même manière, avec respect et égalité et d'accès donc aux services et aux postes de nomination, etc. Mais ce que vous dites, c'est quand même un véritable chamboulement de la société actuelle qu'on va assister, puisqu'aujourd'hui, il est évident, quand vous rentrez dans un certain nombre de services, vous allez être étonné d'entendre depuis le sommet jusqu'au plus bas parler la même langue. Alors, si on doit en venir là, il faut véritablement revenir sur de bonnes bases et donc changer beaucoup de choses à la base. Oui. Je disais dans mon intervention ce matin que le peuple togolais doit se faire violence. Se faire violence, c'est aborder sans passion des questions qui fâchent. C'est ce à quoi nous convions le peuple togolais et les dirigeants actuels. Si nous ne nous faisons pas violence aujourd'hui, bien évidemment, nous allons préparer la violence pour nos enfants. Nous, on peut se faire aujourd'hui violence, des violences morales. C'est cette violence morale qui nous conduit à débattre, à parler de ces questions, à dire qu'on peut arriver à des conclusions douloureuses et à faire des choix douloureux, mais des choix lucides, parce que notre avenir en dépend. Et ce chamboulement me paraît nécessaire.
sans qu'il y ait une stigmatisation de qui que ce soit ou d'une ethnie quelconque, mais et qu'on puisse dire ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour que dorénavant les choses aillent mieux. Ce n'est pas à dire que quelqu'un doit perdre son poste au profit de l'autre, non, mais faire tout pour que progressivement les situations changent. Peut-être vous avez eu à le dire, quand on regarde l'ensemble des secteurs de notre pays, peut-être que la prédominance d'une ethnie dans un secteur sera compensée par son absence dans un autre secteur. C'est possible. C'est possible. Mais tant que vous ne faites pas une étude sérieuse de la question, tant que vous refusez de débattre de ces questions... justement, qu'est-ce qui explique ce refus même de débattre de la question? Il y a une peur quelconque à évoquer le sujet? Je crois qu'il y a une peur et je crois qu'il y a aussi une volonté, en réalité, d'instrumentaliser cette situation. Je prends des exemples, ce ne sont pas des éléments imaginaires, ce sont des réalités. Lors des campagnes électorales, par exemple, il arrive que les gens aillent dans une région pour dire, écoutez, si ces gens-là remportent les élections, on va vous chasser de ces régions. Quand on parle comme ça aux gens, et on se dit, bien évidemment, c'est une façon de les amener, de les fidéliser, en quelque sorte, pour qu'ils sachent que leur salut ne se retrouve que dans la conservation du pouvoir, peut-être par l'ethnie. C'est possible. Donc, il y a cette situation. Et d'autres aussi dans d'autres régions qui pourraient dire, écoutez, c'est cette ethnie qui a fait tel nombre d'années au pouvoir. Par conséquent, il faut qu'il parte. Non, ce n'est pas en ces termes. Ce n'est pas de l'ethnie, ce n'est pas l'ethnie que nous combattons. Nous combattons une transmission anormale du pouvoir. Nous combattons le fait que une personne est restée au pouvoir pendant très longtemps. Et nous combattons le fait que son fils ait pris sa succession dans des conditions anormales. Et nous combattons le fait qu'une fois qu'il est pris sous pouvoir, il ne respecte pas la loi. Donc ce sont des éléments précis que nous sommes en train de combattre. Nous ne pourrons pas livrer une guerre à une ethnie. Et je crois que peu importe celui qui dans l'avenir prendra le pouvoir dans notre pays, je suis persuadé que celui qui prendra le pouvoir et chercherait donc à faire la guerre à une ethnie, et ces jours seront comptés au pouvoir. Ces jours seront comptés. Et donc, il faut ce travail de transformation des mentalités. Et aujourd'hui, je crois, l'un de nos militants le disait, ce n'est pas parce que, citant un auteur, bien évidemment, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il faut donc causer sur ces questions-là. Alors, avant quand même la sortie de ce samedi pour cette journée de réflexion, le PSR était déjà face à la presse en début de semaine pour se prononcer sur l'évolution de l'actualité. Nous allons également regarder ce reportage. Cette fois, c'est un reportage de Mathieu Gaï. La première étape de cette rencontre avec la presse a porté sur le bilan des activités menées en 2016 par le Pacte socialiste pour le renouveau PSR. Il s'est agi pour le secrétaire national du PSR de revenir ici sur les grandes invitations que le parti a déclinées en cette année, comme celle de l'Ashkrun liée aux échanges sur les réformes et bien d'autres. Outre cela, cette rencontre avec les hommes de médias a servi d'occasion pour se pencher sur les sujets brûlants de l'actualité. Professeur Oulou trouve par exemple que la formation de la commission de lutte contre la corruption n'est pas la bienvenue au vu de sa composition. Au mépris de la situation actuelle de ce pays, le président de la République fait comme si il devait être celui qui prendrait toutes les décisions pour la bonne marche de notre pays. Or, on constate que tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt particulier. Il met en place des commissions de façon unilatérale, met en place la commission contre la corruption, alors que lui n'a pas la volonté politique de lutter contre la corruption. Et c'est évident, parce qu'il y a des indices qui indiquent clairement qu'il n'a pas cette volonté. La moindre des choses, lorsqu'on veut lutter contre la corruption, c'est de permettre de connaître l'état du patrimoine de ceux qui dirigent le pays. Alors que lui, personnellement, a toujours refusé de faire cette déclaration. Il ne faut pas qu'il trompe le peuple. Le PSR s'est aussi prononcé sur la question de réforme et aussi sur la formation du groupe informel. Sur ces derniers sujets, professeur Oulou estime que la démarche est appréciable pourvu que cela soit un véritable cadre d'échange. Le Pacte socialiste pour le renouveau s'est toujours inscrit dans le cadre d'une action concertée
pour changer la situation de notre pays. Et si nous appartenons déjà à une structure organisée comme CAP 2015, et à plus forte raison que nous puissions travailler aussi avec des structures informelles. Dès lors que l'action va dans le bon sens, obtenir des changements, des réformes dans l'intérêt de notre pays, nous pensons que nous n'avons pas de barrière pour travailler avec qui que ce soit. Et tout ce que nous demandons, c'est que ce travail se fasse dans le respect mutuel. Il faut souligner que cette conférence de presse marque le début de la rentrée politique du PSR. Et à cette rentrée, une journée de réflexion est annoncée sur le 21 janvier prochain, une journée au cours de laquelle les discussions vont porter sur le thème « L'ethnie de la politique au Togo ». Alors, c'est la journée de réflexion qu'évoquait Mathieu Gaye que nous avons passée tout à l'heure, donc qui a eu lieu ce samedi. Alors, au cours de votre sortie, professeur, vous avez dit que vous étiez contre la commission des réflexions sur les réformes, contre la commission de, la haute autorité contre la corruption. D'abord, parlons de la commission sur les réformes. Pourquoi vous y êtes opposé? Vous savez, sur des questions sensibles, il y a la manière. Et sur ces questions de réforme, rappelez-vous que depuis longtemps, l'opposition réclame, revendique ces réformes. Oui. Et le régime a beaucoup traîné les pieds sur ces questions. Aujourd'hui, il décide de mettre en place cette commission. Il l'avait promise depuis très longtemps d'ailleurs. Il met en place la commission et pour des questions d'une si grande importance, il est indispensable qu'il y ait une variété d'opinions. Il n'a pas le monopole du choix des techniciens qui puissent faire prendre une telle décision. Et nous avons dit que s'il voulait véritablement que toutes les tendances politiques, les différentes opinions puissent être représentées, qu'est-ce qui l'empêchait de pouvoir, par exemple, dire je mettrai en place cette commission par décret, mais qu'un enseignant, professeur d'université soit choisi par ses pairs, qu'un avocat soit choisi par ses pairs, que le chef de file de l'opposition nous propose donc une personnalité et lui-même peut se réserver le droit peut-être de nommer quelques personnes. On a en ce moment la certitude que les différentes opinions seraient représentées au sein de cette commission et qui proposeraient quelque chose, bien évidemment, qui reflète aujourd'hui la volonté des Togolais. Je le soupçonne et on verra si les faits nous donneront raison. De vouloir tailler quelque chose sur mesure. Et si on fait une composition dont il n'a pas la maîtrise, peut-être qu'il lui sera difficile de se faire tailler peut-être un costume sur mesure. C'est le fait de n'avoir pas fait une composition inclusive, c'est cela que vous reprochez. Et effectivement, et nous l'avons dit, ce n'est pas normal pour une question d'une si haute importance et on ne peut pas le faire en catimini. Mais certains estiment quand même que sur la question, par exemple, des réformes constitutionnelles, institutionnelles, politiques et autres, qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus aucun débat à faire, que tout a été déjà dit à l'atelier du HCRUN et que cette commission ne fera que agencer les choses, mettre les propositions point par point pour nous proposer un test. Et avant le HCRUN, les dispositions ou les orientations étaient déjà connues. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de commissions, il y a les orientations données par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Malgré ces positions affirmées, vous avez vu les sorties du président de la République quand il était en Allemagne, je crois, qui remettent en cause ce qui a été dit. Et je sais également que ce qui a été dit lors du débat du HCRUN n'est pas forcément l'orientation du chef de l'État. On verra ce que cette commission va sortir. Nous avons émis des réserves. Ce sont des réserves a priori. A posteriori, s'ils font un bon travail, moi je le dirai. Ça ne me gêne pas de reconnaître que la commission a fait un bon travail si les orientations qu'ils donnent me paraissent être ou me paraissent aller dans le bon sens. Donc, on attend. Nous avons exprimé nos réserves. Si le travail est bien fait,
on le reconnaîtra. Il y a quand même dans cette commission vos collègues enseignants qui en font partie. Est-ce qu'on peut douter de la capacité de ces gens-là à proposer quelque chose de rassembleur à ce peuple? Vous savez, il ne s'agit pas de la capacité intellectuelle, loin s'en faut. Au-delà de la capacité intellectuelle, il y a aussi des problèmes d'ordre strictement politique. Et aussi, mais ils sont aussi conscients de la situation qui prévaut dans le pays actuellement. Mais dans tous les cas, je ne peux pas parler à leur place. Et par rapport au travail qui sera fourni, le moment venu, nous prendrons position. Mais je dis que la démarche du chef de l'État ne me paraît pas satisfaisante, sans prendre position sur les qualités morales, intellectuelles donc, de mes collègues. Et je crois que dans la vie, nous nous entendons bien et nous nous respectons mutuellement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais la démarche du chef de l'État ne me paraît pas véritablement être adéquate. Une représentation beaucoup plus variée, donc des gens qui seraient aimés de différentes personnes seraient beaucoup plus raisonnable. Mais sur le même sujet, le chef de file de l'opposition a écrit au président de la République pour lui demander pour le moment de reporter la nomination. Enfin, ça a été déjà fait, mais de reporter cela et a demandé à être reçu par le président de la République. Vous pensez que le chef de l'État doit rapidement céder à cette demande pour revoir la composition de la commission? Mais vous savez, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Ça m'étonnerait qu'il cède. Et ce n'est pas la première fois, parce que je sais qu'il y a eu des demandes du chef de file de l'opposition qui ont été simplement négligées, comme si de rien n'était par le chef de l'État. Ça m'étonnerait. Il n'est pas aussi obligé. C'est le chef de l'État. Vous savez, être fort, quand je dis fort, ce n'est pas F, bien évidemment. Être fort, c'est de pouvoir respecter le plus faible. C'est en cela même que résident les qualités d'un homme. Si vous y êtes obligé et que vous le faites, vous ne montrez aucune qualité. Mais lorsque vous n'y êtes pas obligé et que vous le faites, on sait là que vous voulez véritablement un changement. Vous voulez que les choses avancent. Il n'y est pas obligé, bien évidemment, mais on fait des choses, non pas parce qu'on est obligé de les faire, mais on les fait parce qu'on sait que c'est le bien. Voilà. Sur Facebook, il y a Jean Lodonou qui pose une question. Il dit, est-ce que le Togo n'abrite-t-il que, je m'excuse du mot, c'est ce qu'il a écrit, je suis obligé de lire, n'abrite que des tarés, au point que pour un accord conclu depuis 2006, on met 11 ans pour y réfléchir et aller de commission en commission pour on ne sait combien de temps encore. Pourquoi ne se réfère-t-on pas à ceux qui ont eu la capacité en 2005 d'opérer plusieurs réformes avec succès dans une même nuit? Ça fait rire la question. Et ça fait rire. Je crois qu'il a dit en d'autres termes ce que j'avais dit, en disant qu'il y a plusieurs façons de refuser quelque chose. Et je crois qu'il y a certaines démarches. Le fait de traîner les pieds indique que vous n'en voulez pas. Et je crois que c'est ce qu'il a eu à dire en des termes peut-être plus durs. Et ça illustre bien évidemment nos réserves et les réserves que nous avons sur l'attitude du chef de l'État. Et espérons qu'il va comprendre l'enjeu et espérons qu'il va changer. Et parce que, je le dis, on ne peut pas peut-être dans l'absolu penser que le sentiment du bien soit totalement éteint donc, en une personne. Donc il pourrait à un moment donné vouloir que les choses aillent dans le bon sens dans notre pays. Et se dire que garder le pouvoir, conserver le pouvoir ne peut pas être une finalité. Je peux aussi faire autrement les choses dans l'intérêt général. Et le jour où il s'engagerait à le faire, et qu'il soit rassuré, et je le soutiendrai pour ça. D'accord. Joël Alossé, bonjour professeur. La question de création de la commission de réflexion sur les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles de la Haute Cour de lutte contre la corruption, est-ce qu'une clairvoyance ne doit pas nous amener à dire que le président de la République s'amuse avec le peuple comme si c'était un jouet et par conséquent avec la dignité du peuple togolais?
peut vous surprendre. Je vous dirai simplement, malgré les mots qu'il a utilisés, que je suis entièrement d'accord avec lui. C'est la même impression que j'ai. Et quand vous vérifiez ce que j'ai dit, peut-être nous n'avons pas utilisé les mêmes mots, mais nous disons la même chose. Celui-là, le chef de l'État, qui veut lutter contre la corruption. Pour savoir qu'il y a corruption, il y a des indices. Par exemple, les fluctuations de votre patrimoine. Oui. Avant d'occuper un poste qui vous permettrait peut-être d'avoir des faveurs des gens, quel était l'état de votre patrimoine? Ensuite, quelle a été l'ampleur de votre enrichissement? Ce sont des éléments indispensables. Or, le chef de l'État n'a jamais déclaré ses biens. Les ministres sont soumis à cette obligation. Ce sont ces ministres. Ils ne l'ont jamais fait. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, et on sait que ce sont partis qui dominent tout. Ils ne l'ont jamais fait. Les presses ont toujours parlé ici des enrichissements illicites. Les presses ont parlé des membres du gouvernement qui se sont enrichis illicitement. Il y a quelques années plus tôt, la presse a parlé de près d'1,5 milliard qu'on a trouvé sur le compte d'un étudiant togolais aux États-Unis. Face à tous ces éléments, ce gouvernement n'a jamais réagi. Et aujourd'hui, on nous parle, je crois que cette commission a existé aussi par le passé, on nous parle d'une commission de lutte contre la corruption. La dernière fois, on m'informait que la commission qui avait existé dans le temps, que certains membres de cette commission se sont rendus eux-mêmes coupables d'extorsion de fonds. Je n'avais pas en réalité ces éléments, mais on me le disait, et pour assurer leur impunité, on a dû même les faire partir. Donc, face à ces éléments, face à ce que je viens de décrire, face à ces enrichissements illicites, face aux gens qui n'ont travaillé que dans la fonction publique, qui sont aujourd'hui multimilliardaires, et que ce régime n'a pas réagi. Nous dire aujourd'hui qu'il met en place une commission, je ne sais pas si le président de la République peut penser que les Togolais sont suffisamment naïfs pour croire en ce qu'il fait, ou bien il le fait parce qu'il veut occuper le temps, je n'en sais rien. Mais moi, je partage entièrement ce qu'il a dit. Voilà. Mais est-ce que vous ne partagez pas aussi le fait qu'il faut quand même qu'il y ait une commission pour lutter contre ce phénomène? Si c'est du folklore, à quoi ça sert? Si notre justice était une justice indépendante, si notre justice était faite de juges donc, qui avaient les mains libres, des gens de qualité, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin d'une commission. Cette commission ne viendrait qu'en appoint à ce que fait la justice. Mais dites-moi, par rapport à tout ce que je viens de décrire, et le président n'a jamais réagi, face vraiment à... Je ne sais pas si j'ai menti par rapport à la description que j'ai donnée. Si vraiment ces éléments sont établis, et que le président met en place aujourd'hui une commission de lutte contre la corruption, bien évidemment, il y a lieu de se demander si finalement il ne se moque pas de nous. Ce n'est pas une question qui est de nature à le blesser. Ce n'est pas un questionnement qui est de nature à le mépriser. Mais ce sont les faits qui nous amènent à tirer ces conclusions. Parce que nous aurons souhaité, et moi je serais heureux, fier, qu'en sortant du pays, qu'on parle avec respect de mon président. Parce que peu importe mes positions d'opposant, il est président de la République togolaise. Je serais fier qu'on parle bien du président Faure. Mais moi-même ne pouvant pas parler, dire du bien de lui par rapport à ce que je vois. Et je le répète, personnellement, je n'ai rien contre lui en tant que personne, en tant qu'individu. Mais relativement à ses fonctions et ce qu'il fait dans mon pays, dans notre pays, moi je considère que il est largement en partie, et il est largement plutôt à la source aussi des problèmes que connaît notre pays. Mais il se peut aussi que cette nouvelle commission, on l'appelle la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, soit suffisamment courageuse pour demander par exemple au président de la République de déclarer ses biens.
on serait sur une autre planète. On serait sur une autre planète. Dans ce pays, et on sait comment les choses se font. On sait qui on peut mettre à quel poste de responsabilité pour ne pas être inquiété par la suite. Et regardez la Cour des comptes, comment elle-même fonctionne. Il y a problème. Et dans notre pays, pour ceux qui se tromperaient, qui sachent que tous les pouvoirs sont entre les mains du chef de l'État. Moi, je n'hésite pas à le dire. Et ses collaborateurs, parfois, on peut s'en prendre à eux, etc. Mais la plupart de ces collaborateurs n'ont aucun pouvoir. Je ne sais pas si c'est ici, je disais, quand le premier ministre Klasso avait été nommé, on me demandait de prendre position. Je dis, on pourrait choisir le meilleur premier ministre qui existe au monde. Si on le met dans le système togolais, il ne pourra rien faire de déterminant. Pour la simple raison que ce ne sont pas des questions d'individus, mais ce sont des questions de système. C'est le système qu'il faut changer. C'est le système qu'il faut combattre. Il y a des principes sur lesquels le système marche. Et tant qu'on n'aurait pas remis en cause ces principes de manière sincère, de manière honnête, les problèmes devront poser. Oui. Vous savez par exemple qu'il y a parfois des opposants qui deviennent ministres au Togo. Il y a même eu des opposants premiers ministres qui n'ont jamais déclaré leurs biens aussi. Dites-moi, dans le système togolais, vous, Premier ministre, décidez de déclarer votre bien. Vous mettez en accusation le chef de l'État. Ça aurait quand même été un grand signal. À leur place, oui. Je ne peux pas prendre position à leur place. À leur place, je l'aurais fait. Quitte à partir. Et je sais que celui d'entre eux qui aurait tenté de le faire, il le ferait partir. C'est sûr. Mais qu'est-ce que je gagne ou bien qu'est-ce que je perds si je deviens un citoyen comme les autres? Tous ces citoyens togolais qui ne sont pas premiers ministres, tous ces citoyens togolais qui ne sont pas ministres, tous ces citoyens togolais qui sont anonymes, ils ne sont pas moins valeureux que ceux que nous connaissons. Vous savez, les véritables héros, ce ne sont pas ceux qui occupent de grandes responsabilités. Il y a des héros anonymes qui tous les jours font des actes de bravoure. Je préfère personnellement peut-être être un héros anonyme plutôt que parfois être obligé de faire des choses qui ne seront pas conformes à mes convictions. Ça, c'est ma position. Je ne demande pas à quelqu'un d'autre de partager ou de subir, parce que en adoptant ces positions, vous vous exposez aussi parfois à des colères. Voilà. Alors, la même personne, professeur Joël Alossé, il dit, finalement, que doit-on faire pour que les réformes s'opèrent? Le navire est en train de couler. Si ces gens-là disent encore en 2018 et en 2020 qu'ils ont gagné les élections, alors le navire va inévitablement sombrer. Alors donc, finalement, il demande que doit-on faire pour que les réformes s'opèrent? Vous savez, les réformes peuvent s'opérer, la situation peut ne pas changer. Oui. Ça aussi, c'est un risque, hein? Ça existe, il faut pas l'ignorer. On présente les réformes aujourd'hui comme une panacée. Ce qu'il avait dit par le passé, moi, je garde ma position. Les réformes sont nécessaires, mais les réformes ne sont pas la solution absolue à nos problèmes. Il faut un changement de mentalité. Et j'ai eu à le dire, si, par exemple, malgré ces réformes, il dit qu'il restera encore au pouvoir, le navire va couler, mais tout est question de temps. Et je ne cesse d'attirer l'attention de ce régime en leur disant, écoutez, il est préférable que vous-même vous contribuiez au changement. Mais s'ils ne contribuent pas au changement, le changement se fera sans eux. Et le moment venu, ils vont subir ce changement. C'est une question de temps. Je ne peux pas dire si c'est en 2018, en 2020, mais ils ont intérêt à ce que les choses se fassent dans de bonnes conditions. À ce qu'il y ait de véritables changements. À ce qu'ils ne fassent pas de la conservation du pouvoir une finalité ou un but absolu. J'espère qu'ils m'écoutent. Parce que s'ils ne le font pas, le jour où les choses vont commencer, ça ne viendra de personne. Quand un peuple est dos au mur, il n'a plus d'autre solution. Il ne peut qu'avancer. Et il avancera, il n'aura besoin de secours de personne. Il n'aura besoin du secours d'aucun opposant. Le peuple avancera et le peuple prendra des décisions le moment venu. Je continue toujours avec son commentaire. Il écrit, je me rappelle qu'avant les élections présidentielles de 2015, vous avez été reçu sur ce même plateau où vous avez affirmé tout haut que CAP 2015 allait gagner les élections.
Le journaliste qui vous reçoit aujourd'hui, vous avez rappelé toutes les insuffisances qu'il y avait, notamment le fichier électoral. Vous aviez dit que si CAP 2015 n'allait pas aux élections, UNIR susciterait un autre adversaire qui ne ferait pas le poids devant lui. Ne trouvez-vous pas, professeur, que cette façon de réfléchir est égoïste et que vous avez préféré votre propre intérêt à celui du peuple qui n'est pas écouté par le résultat des élections? Si il arrive qu'on analyse ma position et qu'on dise que c'est une position égoïste, c'est possible. Mais dans ces conditions, tout ce que je pourrais dire, c'est que je l'ai fait de bonne foi. Si quelqu'un pense que c'est égoïste, je n'ai pas à m'expliquer. Je sais que j'ai été de bonne foi. Pourquoi je le dis? Quelle solution on nous préconisait? C'est de ne pas aller aux élections. Si on n'allait pas aux élections, moi je pense que ce serait naïf de penser que le fait que nous disons nous n'allons pas aux élections, UNIR n'organisera pas les élections. Par le passé, on l'avait déjà vu. 93. 93. Donc d'autres personnes iront à ces élections, à supposer même qu'il n'y ait personne. Bien évidemment, la loi n'exige pas qu'il y ait plusieurs candidats. S'il est le seul candidat, il ira aux élections. Ça aurait été un tollé. Hein. Mais dans tous les cas, le fait qu'ils perdent les élections et qu'ils proclament des résultats que tout le monde sait faux, est-ce que ça n'a pas suscité des tollés? Et pourtant, est-ce qu'ils n'y sont pas? Donc cela voudrait dire que c'est simplement un rapport de force. Ce n'est pas parce que nous sommes allés aux élections que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Si nous n'étions pas allés, d'autres personnes nous le reprocheraient. Et je crois aujourd'hui que la tendance générale, très souvent, c'est d'éviter la politique de la chaise vide. Mais ça, c'est peut-être valable pour les législatives, mais la présidentielle, ce n'est qu'un seul fauteuil. Mais quand vous n'y allez pas... Et tant que les conditions ne sont pas optimales, il vaut mieux éviter d'y aller. Il est possible qu'on n'ait jamais même ces conditions. Et si vous dites cela, cela voudrait dire que, bon, on le laisse là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous disons que les conditions ne sont pas optimales, alors on attend que ces conditions soient un jour optimales avant d'aller aux élections. Et je crois que ça fait partie d'un courant de pensée. Et il est libre de le penser comme ça. Mais s'il pense que mon analyse a été égoïste, et qu'il sache une seule chose, c'est que j'ai été de bonne foi dans tous les cas. Et parfois, on peut être sûr de ce que l'on fait, mais on peut être dans l'erreur. Et ce sont ceux qui n'agissent pas, qui ne commettent jamais d'erreur. Mais quand vous faites une erreur, que vous êtes de bonne foi, tout au moins, vous êtes libre avec votre conscience. C'est ma position. Simon Sénat, il écrit « Salut professeur, vous ne voyez pas qu'à cause des intérêts personnels de l'opposition que c'est à cause des intérêts personnels que l'opposition togolaise n'arrive pas à obtenir l'alternance au Togo? Si oui, après plusieurs tentatives de se regrouper, tenter encore un rassemblement de l'opposition comme le fait en RDC, en RD Congo, car un seul brin de balai ne peut pas balayer une maison, il faut qu'il soit en groupe. Merci. Alors sa question c'est de savoir si ce n'est pas à cause des intérêts personnels de l'opposition que l'alternance ne se produit pas au Togo. Vous savez, peut-être que c'est un élément du débat, mais ce n'est pas ce qui explique la situation actuelle. Nous sommes face à un système, vous le voyez, vous le constatez, les résultats qui sont truqués. C'est une certitude, on ne peut pas hésiter. Est-ce que c'est parce que les opposants ont eu des intérêts personnels qu'on ne proclame pas les vrais résultats? Est-ce que c'est parce que les opposants sont égoïstes que lors d'un processus, on l'interrompt en 1998, où on fait démissionner la présidente pour que les résultats soient proclamés? Est-ce que c'est parce que les Togolais ont des intérêts que lors des élections présidentielles, alors que les opérations de dépouillement de calcul n'ont pas été à leur terme, on vient proclamer les résultats? Mais j'ai parfois l'impression que les gens se trompent, disons, de personnes, en quelque sorte. Ils se trompent de personnes. Et ne nous trompons pas d'adversaire. L'adversaire, c'est celui qui ne voudrait pas que la voix du peuple, c'est-à-dire les résultats démocratiques, s'expriment.
Et c'est vrai, je ne dis pas que l'opposition ne peut pas avoir une part de responsabilité, mais sachez que les situations que nous vivons et les exemples que je viens de donner ne relèvent pas du comportement de l'opposition. Peut-être ailleurs, le peuple aurait pu dire non. On dit ce qui s'est passé au Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? C'est le peuple qui a su dire non. Mais si le peuple togolais, à un moment donné, je sais que l'heure va sonner, ou les dirigeants changent, ou s'ils ne changent pas, l'heure viendra, ou un jour le peuple dira non. Peut-être que l'heure n'a pas encore sonné. Voilà. Nous allons évoluer, professeur. On va aborder un peu de sport. J'espère que vous aimez le sport. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 est en cours et le Togo, notre pays, y participe. C'est pour ça que nous en parlons. On a livré ce vendredi notre second match et puis on a eu cette défaite-là qui fait mal à tout le monde, 3-1, alors que nous étions les premiers à ouvrir le score. Une réaction, professeur? Oui, le score n'est pas satisfaisant. Et en tant que Togolais, je ne suis pas heureux de ce score. Mais ce que nous devons retenir aussi, c'est que, avant tout, c'est un jeu. Un jeu, oui. Et on peut perdre comme on peut gagner. Et il se peut que lors du match, un joueur commette une faute, une erreur. Parfois, vous avez un pénalty à la dernière minute que vous ratez. Ça fait partie du jeu. Oui. On ne peut pas assimiler un pénalty à un but. Et parmi les 11 joueurs du champ, un seul va jouer ce pénalty. Est-ce que ceux qui n'ont pas joué le pénalty vont rater le pénalty? C'est pour vous dire que ce sont ceux qui font l'action qui doivent commettre des erreurs. Oui. Et il faut pouvoir comprendre ça. Que ce sont les acteurs qui peuvent commettre des erreurs. Et si un acteur commet des erreurs, bien évidemment, nous assumons tous. On déplore la situation, mais ça ne peut pas être une cause de colère. C'est vrai que ça rappelle le cas du gardien de but Agasak aussi. Tout le monde s'en prend en lui. Si vous lisez sur les réseaux sociaux, on le traite de tous les noms, alors qu'on oublie qu'il a été un gardien très héroïque. Et si ce vendredi, il n'était pas au mieux de sa forme, c'est pas une raison de s'en prendre. Certains sont allés même pour vandaliser sa maison. Et je crois que face à ces éléments, les journalistes, les autorités, toutes les voix qui peuvent être entendues dans ce pays doivent se mobiliser pour dire non. Non et non. Et s'il avait pu sauver des buts, qu'est-ce qu'on ferait? Mais on peut un jour mal se réveiller. Et je ne peux pas un seul instant penser qu'il ait pu faire cela intentionnellement. S'il devrait le faire intentionnellement, autant ne pas venir. Il n'a pas pu le faire intentionnellement. Et tout le monde peut commettre des erreurs. Et je ne crois pas que ça puisse expliquer ou justifier quoi que ce soit. Je voudrais solennellement dire à nos compatriotes que nous devons faire preuve de retenue. Et que la douleur face à la perte d'un match ne doit pas nous amener à des débordements. Et après tout, ce ne sont que des jeux. Et toute ma solidarité avec tous ces joueurs, même s'ils nous perdent, je crois qu'ils sont allés pour défendre nos couleurs. Et ce sont les meilleurs que nous ayons pour l'instant. Et peut-être dans l'avenir, nous en aurons d'autres qui seront encore meilleurs. Mais nous sommes avec eux. En tout cas, nous, dans cette émission, nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de comportements qui n'honorent pas notre pays. Ce n'est qu'un jeu, après tout. Alors, il nous reste quand même un match à livrer. Selon l'entraîneur Claude Leroy, tout n'est pas perdu. Si le Togo arrive à battre la RDC par 2-0, nous sommes qualifiés comme meilleur deuxième. On dit souvent qu'impossible n'est pas togolais. Vous pensez qu'on peut... Déjà, vu la façon dont nous sommes qualifiés cette année, il est permis de rêver? Mais on peut rêver. Regardez, il suffit de voir le match de l'Allemagne contre le Brésil. Je crois en l'espace... le score, ce n'était pas 7-0? 7-1. 7-1, voilà. Ok, 7-1. Pour un pays comme le Brésil. Mais cela signifie que ce n'est qu'un jeu. Oui. Et tout est encore possible. Tout est possible. Et nos joueurs doivent se sentir soutenus. Et vous pensez que, je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que Agassa sera dans de bonnes dispositions psychologiques pour pouvoir encore garder nos buts pour ce match-là? Je ne sais pas ce qui se passera.
Mais à sa place, peut-être que je ne serai pas en forme pour pouvoir le faire. Et disons que tout est encore possible. Et nos joueurs, il faut qu'on soit solidaires. Et s'ils gagnent, tant mieux. S'ils perdent, nous devons les accueillir et leur dire que nous sommes fiers de leur travail. Et nous pensons que la prochaine fois, ils feront mieux. Vous savez, moi, ce que je dis, je le dis également dans ma vie familiale. Ce n'est pas parce qu'un enfant aura mal travaillé qu'il faut le traiter de tous les mots. Explique-lui qu'il a mal fait. Et l'essentiel, c'est qu'il soit meilleur demain par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et tous les enfants ne peuvent pas être premiers. Mais il faut quand même qu'il continue par se perfectionner, par travailler, par aller de l'avant. Et s'il échoue, encourage-le pour lui dire qu'il pourra mieux faire. Et c'est lorsqu'il aura confiance en ses aptitudes et qu'il sait qu'on lui fait confiance et qu'il pourra mieux travailler. Et je crois que c'est notre devoir à l'égard de nos ambassadeurs. Il y a une question de Wolu Owosola sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il demande, professeur, quelle est l'action concrète du PSR ou de l'ensemble de l'opposition aux côtés des éperviers? Ça veut dire qu'il y a un comité de mobilisation de fonds. Peut-être que le PSR a donné quelque chose. Si pour cela a été fait, ce sont des trucs individuels plutôt. Ce n'est pas par le parti. Et je crois que nos militants ont eu à le faire aussi, chacun individuellement de son côté. Il n'y a pas eu d'organisation au niveau du parti. Mais notre soutien ne leur fera pas défaut. Notre soutien moral. Voilà. On va dire un mot, professeur. Il nous reste quelques minutes sur la Gambie. On se dirige probablement vers une sortie de crise puisque finalement, le professeur Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir. Quand vous avez suivi le scénario gambien, à quoi ça vous a fait penser? Disons d'abord que ce sont des situations qui n'honorent pas l'Afrique. Le président gambien fait partie de ces chefs d'État qui, plus ou moins, pensent que leur autorité vient de Dieu. Par conséquent, ils peuvent faire tout ce qui bon leur semble, qui font du pouvoir peut-être une finalité. Et quand on perd les élections, il faut avoir le courage de partir. Et je crois que la menace d'une intervention militaire, et en tout cas à mon avis, était une bonne chose. Mais simplement, ce que je peux observer, c'est que cette solution a été préconisée parce que la Gambie était un petit pays. Petit pays, oui. Si c'était un grand pays, comme le Nigeria, personne n'oserait. Personne n'oserait le faire. Personne n'oserait le faire. C'est parce que c'est un petit pays que cela a été possible. C'est peut-être de ce point de vue que nous pourrions dire que c'est déplorable. Mais ce qu'il faut dire maintenant, c'est que si on ne peut pas le faire dans les grands pays, que les chefs d'État aient au moins le courage de mettre en quarantaine celui qui resterait au pouvoir dans des conditions illégales. L'isoler complètement. L'isoler. Pouvoir l'isoler sur la scène internationale. Que la CEDEAO recommande cela au niveau de l'ONU, au niveau des autres communautés, puisqu'on ne peut pas intervenir militairement dans tous les pays, mais qu'ils aient le courage de le faire. Or, aujourd'hui, il y a plusieurs chefs d'État qui ne font pas honneur à l'Afrique. Il faut le dire. Émeric Péché, il pose une question. Si le PSR était à la place de la CEDEAO, comment pensez-vous résoudre la crise en Gambie? Et il ajoute, attention, votre réponse montrera comment vous allez gérer les crises au Togo. Écoutez, la situation de la CEDEAO, c'est une question sur le plan international. Autant que faire se peut, je crois que ce sont les négociations. Et je crois probablement que la CEDEAO a misé sur le fait que les menaces militaires amèneraient et le président Jammeh a négocié et a cédé. Et je crois que de ce point de vue, finalement, puisque je crois qu'il a fait un discours hier, reconnaissant qu'il allait partir, disons que la démarche a marché. Mais il faut privilégier, autant que faire se peut, les discussions, les négociations, pour aboutir à un accord. Mais bien évidemment, lorsque finalement cet accord ou bien cette discussion ne permettent pas d'aboutir, et s'il y a d'autres moyens qui permettent de réaliser ce qui est conforme à la population, à la volonté du peuple, et je crois personnellement qu'il faut le faire. Vous savez, peut-être qu'on n'a plus le temps, on a l'habitude de dire l'autodétermination des peuples. Je crois personnellement que
ce pouvoir reconnu au peuple de l'autodétermination n'est pas un droit reconnu aux dirigeants de brimer les peuples. Quand la communauté internationale intervient dans un pays, on dit le droit des peuples à s'autodéterminer. D'accord. Mais sous ce prétexte, c'est une minorité de personnes qui écrasent tout un peuple. Et dans ces conditions, je crois que le droit à l'autodétermination risque d'être détourné de son objectif ou de sa finalité. Et dans ces conditions, moi je comprends que la communauté internationale puisse intervenir dans un pays lorsqu'il s'agit donc de libérer un peuple dominé, écrasé par une minorité et qui s'accapare des pouvoirs. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais été au pouvoir, mais est-ce que c'est si difficile pour les Africains de quitter le pouvoir? Je pose la question sur cet angle parce qu'en Europe, comme dans les Amériques, ça semble acquis. Obama est parti, hein, François Hollande va partir après un seul mandat. Pourquoi sur le continent, pour certains dirigeants du moins, c'est tellement difficile de laisser le pouvoir? Vous savez, c'est parfois des questions de mentalité, des questions d'individus. Si vous regardez bien, même dans les pays voisins, ce qui se passe actuellement, prenons d'abord le cas du Bénin. Kérékou est parti une première fois avant de revenir. Oui. Cela voudrait dire qu'après tout, Kérékou était parti, il a accepté quitter le pouvoir sans problème. Si nous prenons le cas du Nigeria, le dernier président est parti parce qu'il a perdu les élections. Prenons le cas du Ghana. Si au Bénin, Yahi Boni a failli peut-être ne pas partir, s'il avait eu les moyens de se maintenir, probablement qu'il l'aurait fait. Cela voudrait dire, après tout, aussi que c'est une question d'individus, mais aussi de la détermination des peuples, aussi, de la détermination des populations. Et on dit bien souvent que le pouvoir transforme les gens. J'entends souvent les gens le dire. Ma conviction, personnellement, c'est que ce n'est pas le pouvoir qui transforme les gens. Les gens ont su cacher ce qu'ils étaient avant d'arriver au pouvoir. Et le pouvoir permet de révéler leur personnalité. Lorsqu'on a un certain rapport avec le pouvoir, quand bien on n'est pas encore au pouvoir, on a une certaine philosophie, une certaine idée de la vie, je crois qu'on ne peut pas chercher à s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui transforme les gens, ce sont les gens qui, une fois au pouvoir, ont laissé apparaître qui ils étaient en réalité. Voilà. Mais quand on regarde aussi dans l'opposition, il y en a qui sont partis et qui reviennent prendre leurs choses. Mais je préfère peut-être ne pas prendre position sur cette question. Et je suppose que ce n'est pas une question nationale. Ce sont des problèmes internes à certains partis. Je vais m'atteler d'abord à régler les problèmes au sein de mon parti. Je préfère répondre sur ce temps. À l'heure du départ, du PSR, vous partirez de la tête du parti? Mais sans aucune hésitation. Je vous le dis sans aucune hésitation. Parce que dès le départ, nous l'avons dit, le PSR ne peut être le produit de personne d'entre nous. Ce sont des idées que nous sommes là à développer. Et le moment venu, je partirai. Et il faut d'ailleurs que je parte pour que la relève puisse être assurée. Moi, c'est ma position. Bon. Et peut-être tous les partis n'ont pas les mêmes réalités. Mais moi, le moment venu, je partirai. Justement, en parlant de relève, on reproche beaucoup à l'opposition de ne pas favoriser les jeunes. Tous ceux qui dirigent les partis politiques d'opposition, vous les voyez, ont des cheveux blancs, on commence par en avoir, alors que la jeunesse aujourd'hui, elle a la vitalité, elle a de l'énergie, elle a des idées. L'ancien secrétaire national du PSR, Maître Abitissa, probablement que nous avons le même âge. Ou peut-être 1 an de différence. Mais il est parti, j'ai pris sa place. Je partirai et d'autres personnes viendront. Vous l'avez vu, je crois, dans le reportage, il était à notre conférence de presse. Il est toujours membre du parti. Il est toujours membre du parti, un militant. Il n'est pas devenu président d'honneur? Nous avons eu un comité qu'on appelle le comité exécutif qui ne dirige pas du tout le parti. C'est un comité en cas de conflit ou s'il y a certains problèmes, comme on peut dire un groupe de sages, et qui peut interpeller les dirigeants pour leur dire attention, vous aurez dû faire ceci, mais vous ne le faites pas. C'est tout. Donc, ce n'est plus lui qui dirige le parti.
lorsque nous avons les réunions, il vient comme tout militant. Et s'il n'y a pas de problème, peut-être le comité exécutif, il est le président du comité exécutif, et il n'a pas vraiment grand-chose à faire. Donc, dans cette condition, on ne peut pas dire que c'est lui qui continue de diriger le parti. Et pourtant, Maître Abitissa, il est toujours jeune, on pourrait le dire entre guillemets. De sorte que je ne peux parler que pour mon parti. Alors, et les vrais jeunes, hein, les vrais jeunes, ceux-là qui sont, je ne sais pas moi, entre 25 et 35 ou 40 ans, on a l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. Que diriger la chose politique au Togo, on trouve qu'ils ne peuvent pas. Je peux vous dire ceci aussi. Peut-être parfois, c'est dommage qu'on en soit à ces situations. Peut-être parfois qu'ils n'ont même pas les moyens financiers de faire face à un certain nombre de choses. Parce que les partis politiques de l'opposition, parfois, parce que vous êtes le premier responsable, vous êtes pratiquement le financier du parti. Et si je vous dis personnellement ce que je vis relativement aux dépenses du parti, je ne dis pas que certains camarades ne contribuent pas. Chacun le fait peut-être à la hauteur de ses moyens. Mais lorsque vous voyez ce que fait le premier responsable, et vous direz parfois que ce jeune peut-être n'aimerait pas le faire. Disons, il ne prendrait même pas ce risque. Or, si vous êtes là sans moyens, vous ne pouvez pas fonctionner. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut tout faire pour que dans nos partis politiques, nous le disions dès le départ, qu'il y ait des cotisations, que les militants participent à la vie du parti, de sorte qu'ils puissent dire aujourd'hui nous ne voulons plus de celui-là, qu'il parte. Ils pourront le faire partir. Mais si vous faites partie indûment quelqu'un qui en réalité finance, s'il dit qu'il ne finance plus, le parti s'écroule. Le parti s'écroule. Vous voyez, ce sont des situations, ce sont des dilemmes en réalité. Et malheureusement, c'est la situation. Et nous pensons peut-être que dans l'avenir, les gens comprendront la nécessité de cotiser, la nécessité de financer le parti pour que les choses puissent avancer. Et il faut aussi reconnaître que ce que notre pays a connu, le parti unique et le comportement dans le cadre du système du parti unique, et tout cela, bien évidemment, ne favorise pas la cotisation des militants de base. Les gens pensent en général que c'est plutôt le parti qui doit pouvoir donner quelque chose. Quand vous quittez Lomé pour un meeting en ville, à l'intérieur du pays, et vous devez assurer le déplacement parfois des militants, et vous devez peut-être offrir un pot, et c'est à vous de louer la salle dans laquelle la réunion se fera, alors que vous-même, vos ressources sont largement limitées. Vous voyez ces situations, mais il est indispensable de promouvoir également les jeunes. Et bon, quand moi j'avais commencé, effectivement, on peut supposer, ici en prenant la tranche d'âge que vous avez fixée, on pourrait supposer que j'étais jeune aussi à l'époque. Voilà. Merci professeur, ce sera votre mot de fin. Merci d'avoir répondu à cette émission et d'être venu répondre à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie. Et je le dis toujours, ma reconnaissance à la presse togolaise dans son ensemble. Parce qu'un pays dans lequel il n'y a pas de presse, je crois qu'il ne peut pas y avoir de démocratie. Et c'est grâce à vous que nos voix portent. C'est grâce à vous que tout ce qui se passe dans ce pays, peut-être en bien ou en mal, est diffusé. Donc je vous dis infiniment et merci. Et au peuple togolais, je voudrais simplement dire de ne point désespérer. Je suis persuadé que Dieu voit nos efforts et peut-être que Dieu attend encore de nous des transformations. C'est possible, mais nous devons demeurer confiants et continuer la lutte. Dieu bénisse le Togo. Amen. Comme dirait l'autre, professeur Komiolu, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, était l'invité de l'émission Un œil sur l'actualité de ce dimanche. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous continuons ensemble le débat sur ma page Facebook Samuel Niaoui. Sur YouTube, cette émission sera en ligne dès lundi. Temporairement, la page www.lcftogo.com est indisponible, mais ce sera remis en service très prochainement. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.